Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes ravis de nous réunir ce soir autour de la note qui a été rédigée par Théophile Mégali sur la publicité numérique et les enjeux de l'évolution de la publicité numérique autour à la fois des évolutions technologiques et de l'impact de la régulation de ce secteur d'activité. Cette note va être discutée par Henri Isaac. Donc Henri Isaac est maître de conférence à l'université Paris-Dauphine. C'est un spécialiste de l'économie du numérique. Il dirige le master management des télécoms et des médias, qui est un des plus anciens masters de Dauphine et qui est vraiment spécialisé sur la transformation numérique de l'industrie de la communication en général. Henri a par ailleurs été membre du Conseil national du numérique. Il a été aussi président du think tank Renaissance numérique, dont il est actuellement vice-président. Et son actualité la plus récente, c'est d'être l'un des membres du groupe d'experts qui réfléchit actuellement pour la Commission européenne sur les questions d'économie et de régulation des plateformes. Sujet important s'il en est, compte tenu des projets européens autour du DMA, du DSA et d'une manière plus générale de la régulation du numérique. La note qui sera présentée ce soir a été rédigée par Théophile Mégali. Donc, Théophile Mégali est docteur en gestion de l'Université Paris-Dauphine. Il est actuellement membre du CSA, où il travaille sur ces questions de régulation du numérique et plus particulièrement sur l'économie, la transformation numérique des médias sous l'impact des innovations technologiques, mais aussi de la globalisation du marché. Il a travaillé durant sa thèse sur cette question du marché, enfin des marchés publicitaires numériques, thèse qu'il a réalisée dans le cadre de la chaire Gouvernance et Régulation de Dauphine, mais qui a été aussi co-dirigée, co-gérée avec Orange Lab dans le cadre d'un contrat CIFRE. Donc Théophile, en quelque sorte, a synthétisé une partie de ses réflexions et travaux dans le cadre de cette note. Voilà, donc merci beaucoup à tous les deux d'être présents ce soir. On va avoir une petite vidéo de quelques minutes qui va présenter les principales caractéristiques de la note avant d'avoir les réactions d'Henri Isaac sur cette note, et puis un dialogue entre Henri Isaac et Théophile Mégali. Il y a plusieurs types de formats de publicité numérique. Dans cette note, on aborde deux types de formats en particulier, les plus répandus. Les requêtes sponsorisées sur les moteurs de recherche, donc c'est le search advertising, et les publicités par bannière et vidéo, c'est-à-dire le display advertising. Alors ces deux types de formats existent depuis les années 90 à peu près, et représentent aujourd'hui, ont dépassé en fait les recettes, les niveaux de recettes des médias traditionnels depuis l'année 2020. Et alors il y a trois types de particularités principales que l'on peut retenir de cette publicité numérique. La première particularité, c'est qu'il n'y a plus vraiment une forme de rareté dans l'accès aux médias, mais une forme de rareté pour l'accès à l'attention de l'utilisateur. Deuxième particularité que nous développons dans la note, c'est qu'il y a toute une économie des données personnelles qui s'est constituée autour de la publicité numérique avec la production massive de données autour des comportements des utilisateurs qui sont mobilisés à des fins publicitaires. Et troisième élément, un des plus significatifs, c'est l'automatisation avancée de l'achat et de la vente d'espaces publicitaires qui crée une complexité du marché et de son infrastructure, de son architecture. Alors parmi les acteurs de la publicité numérique, il y a un
très grand nombre d'opérateurs. Il y a notamment les médias traditionnels qui se convertissent au numérique, mais il y a aussi les pure players, et notamment les plateformes bien connues, donc notamment Google, Facebook et Amazon, qui sont très présentes et très puissantes sur ce marché de la publicité numérique et qui, au premier semestre 2021, par exemple, représentaient plus de 70% des recettes de la publicité numérique en France. Et alors, d'où viennent la puissance de ces acteurs en particulier? On a beaucoup parlé de ces aspects. Déjà, première partie de la réponse, c'est qu'ils fournissent un très grand nombre de services aux utilisateurs, aux entreprises et aux publicitaires eux-mêmes, avec des services de grande qualité. Mais la production de ces services et leur consommation génèrent un grand nombre de données, notamment grâce au fait que pour avoir accès à ces services, il faut s'identifier. Et donc, par ce biais, les plateformes arrivent à constituer de très grands bassins de données qu'elles peuvent ensuite mobiliser à des fins publicitaires. Ensuite, deuxième partie de la réponse, les plateformes pratiquent une forme d'intégration verticale par le fait qu'elles maîtrisent l'achat, la vente et en fait quasiment toutes les parties de la chaîne industrielle de valeur. Et donc il est très difficile en fait pour des acteurs qui veulent faire de la publicité de pouvoir se passer de ces plateformes. Ce qui les rend un peu centrales dans le marché. Et cette position centrale sur le marché leur donne la capacité d'être un peu moteur pour créer des changements techniques qui vont intervenir au niveau industriel et qui peuvent avoir un impact sur leurs concurrents, ce que nous abordons dans la note. Cette note aborde certaines pistes pour faire évoluer la régulation, pour mieux prendre en compte les phénomènes que nous décrivons et les problématiques. Et donc pour les réguler, il faut avoir une connaissance fine en fait, de ce marché et arriver à anticiper l'impact des choix techniques menés par les acteurs. Par ailleurs, la note aborde la question des enjeux industriels et de l'efficacité de l'autorégulation, puisque les décisions techniques qui constituent une partie donc, de la note et que nous discutons devraient être négociées davantage au niveau industriel et avec tous les acteurs concernés. Voilà, merci beaucoup Théophile pour cette présentation synthétique de la note. Et je laisse tout de suite la parole à Henri, qui va revenir sur sa lecture de la note, sur ce qu'il y voit et ce qu'il n'y voit pas, et donc ce qui pourrait susciter des questions et des interrogations. Voilà. Donc Henri, the floor is yours. Merci Eric, merci Théophile pour la note qui est très bien rédigée, en tout cas qui est très claire pour tout un tas de personnes qui voudraient rentrer dans le sujet qui, comme tu le soulignes dans la vidéo, est assez complexe techniquement et nécessite de bien comprendre. Alors, la note, elle est intéressante parce qu'elle commence par un rappel historique du développement de ce marché de la publicité digitale. Et je suis assez convaincu que cette histoire est importante à comprendre. Et parce que plusieurs étapes dans cette histoire ont conduit à l'état actuel du marché, et notamment un certain nombre de ces techniques et des problèmes que cette technologie pose. Dans cette histoire, ce qui est intéressant dans la note, c'est qu'on distingue bien les différentes phases, c'est-à-dire l'explosion en fait, des inventaires publicitaires. C'est-à-dire que dans les médias historiques, les espaces publicitaires sont limités tant à la télévision que dans la presse, et que le numérique fait exploser finalement la disponibilité des espaces publicitaires. Et donc ça, c'est très bien décrit dans la note. En revanche, je pense que ce qui est important aussi de faire comprendre, c'est que cet inventaire infini qui est créé à l'époque par les éditeurs, c'est bien la responsabilité des éditeurs qui crée la situation, conduit à une déflation fondamentale des prix et des milliards d'espaces invendus. D'où derrière une réorganisation du marché, parce que ces espaces invendus, effectivement, vont être rachetés en fait par un certain nombre d'acteurs et d'intermédiaires qui vont chercher à les revaloriser d'une autre façon. Ce sont les ad networks. Et donc cette première étape de la publicité digitale, les ad networks finalement ne sont pas très efficaces non plus parce que les acheteurs en fait ont de la difficulté à comprendre ce qu'ils achètent et parfois achètent deux fois la même chose. Et donc on voit très vite arriver entre 2005 et 2008
la technologie qui aujourd'hui domine le fonctionnement de ce marché, c'est-à-dire des achats par enchère en temps réel, non pas d'espace, mais d'audience. C'est ce qu'on appelle real-time bidding et c'est organisé par des places de marché qui s'appellent des ad exchange. Donc, toute cette transformation qui a conduit à l'état actuel du marché, comme tu le rappelles dans la note, nécessite tout un tas d'intermédiaires qui vont garantir tout un tas de choses dans la chaîne de valeur. Mais je crois que pour comprendre cette transformation, il faut vraiment comprendre que c'est une recomposition finalement de l'espace-temps. C'est-à-dire que dans le monde avant Internet, on vend des espaces et là, on vend des audiences en temps réel. Et je pense que ce changement de paradigme est à l'origine du fonctionnement actuel du marché et de ses difficultés à être d'abord maîtrisées par les éditeurs qui ont globalement un peu perdu la main dans cette industrie, et puis les annonceurs qui comprennent souvent pas toujours la chaîne de valeur dans laquelle interviennent effectivement nombre d'intermédiaires pour délivrer ces publicités. Donc cette recomposition de l'espace-temps, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, elle a conduit effectivement, comme tu le soulignes dans la note, à une domination du marché par globalement 3 grands acteurs, tous américains. Ce qui est intéressant, je crois, de souligner dans cette histoire, c'est que Google, qu'on présente effectivement comme l'acteur numéro 1 du marché, dans cette histoire, il a construit sa puissance, non pas par lui-même, mais par 2 rachats très importants, puisque en 2003, il rachète AdSense, qui est à l'époque un service produit par Applied Semantics. Et puis en 2008, il rachète évidemment DoubleClick, qui va devenir l'outil central qui aujourd'hui, comme tu l'expliques dans la note, organise finalement de façon verticale ce marché et donne cette position dominante de Google. Donc tout ça est effectivement très intéressant, et en tout cas à expliquer, mais le point, me semble-t-il, c'est que tous les problèmes qu'on connaît actuellement sur le marché viennent de cette inversion entre espace et temps. Et que dans le monde avant Internet, ceux qui contrôlent l'espace, c'est-à-dire les éditeurs, avaient le contrôle de la valeur. Et là, ceux qui contrôlent le temps, c'est ceux qui contrôlent la qualification des audiences. Et donc, il faut des données pour ça. Et c'est là où les acteurs du numérique vont finalement réussir à prendre le contrôle de la chaîne de valeur, au détriment des éditeurs qui n'ont pas su, pour la plupart d'entre eux, développer cette intelligence de la donnée qui leur fait souvent défaut aujourd'hui et les amène soit à construire des alliances de données, comme Gravity et d'autres, en Europe, pour essayer de finalement, d'un côté, offrir des audiences larges comme Google et Facebook peuvent en offrir, et de l'autre côté, être en mesure de qualifier ces audiences pour ce ciblage publicitaire qui est au cœur du modèle de Google et de Facebook, y compris d'Amazon également, mais sur une autre partie de la chaîne de valeur. Dans cette grande transformation que tu décris très bien dans la note, il y a, semble-t-il, quand même un aspect dans cette transformation qui est souvent négligé, et sur lequel moi j'aimerais insister, c'est que dans ce même temps, les annonceurs qui ont fait, comme tu le dis, basculer tout leur budget, la majorité aujourd'hui de leur budget dans l'espace digital, ont concomitamment développé leurs propres investissements dans le numérique. Et donc, quand on analyse, par exemple, l'effondrement des recettes publicitaires de la presse, on nous dit rarement que ces recettes n'ont pas été uniquement mises dans Google et Facebook. Elles ont surtout été investies dans des dispositifs propres des annonceurs, ce qu'on appelle le own media. Et quand on regarde les données du panel unifié du marché publicitaire français, le BUMP, on s'aperçoit bien qu'aujourd'hui, ces dépenses-là, des médias en propre, sont supérieures à ce qu'elles investissent dans le numérique. Et donc, dans cette transformation, on oublie toujours cette partie-là qui me semble quand même absolument décisive, parce que ça a une signification, ce que j'avais écrit dans un article, c'est que les annonceurs sont en concurrence avec les éditeurs. Et que cette partie-là de la concurrence nouvelle qui s'inscrit dans cette transformation numérique, elle n'est pas analysée et elle conduit à finalement une analyse du marché qui se focalise uniquement sur la domination de ces grands acteurs, qui est réelle et qui n'est pas du tout le point. Mais
on néglige quand même que cette transformation, elle va plus loin que ce que la note décrit, et qui, je crois, permettrait de mieux comprendre pourquoi une grande partie des recettes se sont évaporées de certains médias jugés moins efficaces, notamment la presse et la radio, qui ont eu à subir des baisses absolument drastiques des recettes publicitaires. Alors, dans cette transformation, effectivement, la question qui arrive, c'est ce que tu décris dans la note, c'est de dire qu'on arrive dans une situation aujourd'hui oligopolistique, voire duopolistique, où des acteurs, effectivement, par des pratiques d'organisation du marché, je pense principalement ici à Google, occupent des positions dominantes, voire parfois en abusent, et c'est bien la discussion et deux affaires actuellement en Europe intéressantes, hein, je pense au cas qui est aujourd'hui traité par l'autorité de la concurrence, et puis en Grande-Bretagne, la discussion Google CMA, qui est assez intéressante et dont les décisions finales devront tomber très prochainement, et qui, je pense, auront des répercussions, en tout cas la décision britannique aura des répercussions, je pense, pour l'ensemble du monde concernant les pratiques de Google sur certains aspects de l'organisation de son ad exchange. Donc, bien sûr qu'on voit aujourd'hui une régulation se mettre en place. Et à cet égard, moi j'ai une grosse interrogation, parce que quand on regarde ce que l'Europe propose entre DMA et DSA, en fait, on a séparé des sujets, on a dispersé la question du marché publicitaire en tant que tel. Et ça me fera partie des questions que je voudrais te poser. C'est au final, on n'a pas pris le problème du marché publicitaire en tant que tel, c'est-à-dire qu'on n'a pas voulu repenser la régulation des médias, me semble-t-il. Et donc aujourd'hui, on arrive à une situation dans laquelle la question du marché publicitaire, il y a une partie dans le DMA, il y en a une autre partie dans le DSA, notamment sur la nature des publicités, notamment la nature des publicités politiques, qui renvoie donc à une question spécifique du contenu des publicités et de certains de ces contenus. Et puis d'autre côté, il y a une partie sur l'ouverture des données de Google à des tiers. Bon. Et au final, me semble-t-il que l'architecture de régulation à laquelle on arrive aujourd'hui est assez finalement fragmentée, assez peu élaborée. Et ce que tu décris dans ta note, c'est-à-dire la deuxième partie, c'est-à-dire la capacité que Google et Apple ont, en modifiant des règles techniques, soit de leur navigateur, soit de l'utilisation de leur système comme iOS. Donc, c'est-à-dire en touchant aux règles techniques, finalement, ces deux questions sont, même si le DMA a introduit la question du navigateur, je ne suis pas sûr que, par exemple, on ait compris que la télévision connectée va poser tout un tas de problèmes quasi similaires et qui me semblent à peine traités dans le DMA en tant que tel, alors que toute la bataille est en train de se déplacer vers la télévision segmentée et précisément sur la télévision connectée. Donc j'ai un sentiment que l'architecture de régulation qu'on met en place en Europe aujourd'hui ne me semble pas très armée, en fait, pour faire face à ce duopole qui, on le voit bien, RGPD ou non, arrive encore par, et là j'ai en tête la célèbre phrase de Lawrence Lessig, « Code is law », et là on voit vraiment que code is law. Google est en train d'imposer un nouveau modèle publicitaire. Et à cet égard, ça sera mon dernier commentaire, je pense que c'est intéressant de bien comprendre ce que Google essaie de proposer en disant, bon, écoutez, moi je vais tenter d'offrir un environnement de ciblage publicitaire qui soit plus respectueux des données personnelles, sujet que tu discutes dans la note. Mais quand on regarde ce que Google propose avec sa segmentation FLoC au travers de son navigateur, encore une fois, c'est quelqu'un qui dit, écoutez, moi je vais revenir en arrière, parce que globalement, je vais revenir à de la segmentation, on ne va plus faire du ciblage individuel, on va faire des cohortes. Alors des cohortes qui vont se recomposer dynamiquement, mais globalement, je vais en faire 33 000. Alors pourquoi 33 000, on ne sait pas. Pourquoi pas 50 000, pourquoi pas 100 000. Et puis, la vraie question derrière, c'est est-ce que c'est à Google de définir les règles qui président au fonctionnement de la création de valeur dans l'industrie publicitaire digitale? Personnellement, il me semble que non. Et c'est pour ça que ma question ici, c'est est-ce que tu penses, Théophile, qu'il ne faudrait pas une autre régulation? Et dernière question, dans la note finalement, et dans le débat plus largement,
il me semble qu'il y a un grand absent, ce sont les annonceurs, dont on entend peu la voix sur ce sujet, alors même qu'il s'agit de leur budget. Est-ce que tu aurais une explication à nous fournir sur pourquoi les annonceurs, au final, sont assez absents de ce débat? Merci. Merci beaucoup, Henri, pour ces questions. Théophile, 2 questions. Régulation, annonceur. Tu choisis celle que tu veux pour commencer. Bon, bah, merci déjà tout d'abord pour l'invitation à venir échanger avec vous autour de cette note. Peut-être un petit disclaimer juste avant de répondre aux questions d'Henri. Donc, effectivement, je suis chargé de mission au CSA, mais ce soir, évidemment, je m'exprime en mon nom propre et en tant que chercheur associé à la chaire Gouvernance et Régulation. Ça a son importance, surtout quand il faut évoquer les questions du futur de la régulation. Alors, tout d'abord, pour parler effectivement, donc merci beaucoup Henri pour cette perspective qui est effectivement très, très intéressante, et sur le fait d'avoir rappelé que on est passé d'une logique de media planning à une logique d'audience planning, comme disent les gens du secteur publicitaire. Alors, c'est vrai que les annonceurs, en fait, ils occupent une position sur le marché publicitaire numérique qui est particulière. Donc, déjà, effectivement, ils agissent quand même généralement soit via leur activité propre en interne, mais quand même la plupart du temps à travers des agences qui en fait achètent des espaces pour leur compte. C'est un mécanisme finalement très ancien, et dans cette histoire longue en fait de l'apparition du marché publicitaire numérique, on a vu apparaître des acteurs, en fait des intermédiaires, de nouvelles agences qui au départ étaient quand même spécialisées dans l'achat média donc numérique, puisque c'était des logiques qui étaient complètement différentes. Donc c'est ce qu'on retrouve aujourd'hui sous le nom de trading desk notamment. Alors, il y a eu des phases d'intégration verticale entre des grands groupes, des grandes agences médias et ce type de trading desk, mais c'est vrai que c'était des activités qui étaient déjà au départ un peu séparées, et pendant assez longtemps finalement, et jusqu'à peu près, on va dire, 2015 environ, il y a un certain nombre d'annonceurs qui, en fait, percevaient l'achat publicitaire numérique comme une forme d'innovation, et derrière, avaient des attentes qui étaient différentes, en fait, des attentes en matière d'achat média classique, et qui, derrière, ne savaient pas trop, finalement, ce qu'ils achetaient. Pour le résumer de manière très grossière, aujourd'hui, la situation a un peu changé, le regard est un peu plus net de leur côté, et l'essor en fait de toutes les mesures et de tous les indicateurs de performance autour de la publicité, qui du coup sont un peu le parallèle de l'utilisation des données personnelles, c'est-à-dire que en fait la navigation sur Internet et tous les cookies qui ont permis de renseigner le profil des utilisateurs, et bien en fait en parallèle il faut voir que d'autres données ont été produites pour renseigner sur la navigation qui était faite sur les publicités, et faire en fait une sorte de feedback autour de l'efficacité de ces publicités, donc l'impact qu'elles ont eu, est-ce que les gens ont cliqué dessus. Donc ça, c'est la mesure la plus brute. Mais après, également, est-ce qu'ils ont passé un peu de temps? Quelle a été leur navigation après? Est-ce qu'ils sont sortis du site pour aller sur le site du e-commerçant, par exemple, ce genre de choses? Donc, il y a eu aussi, de ce point de vue-là, une forme d'innovation assez forte pour permettre, en fait, de renseigner davantage l'efficacité de la publicité sur Internet, et permettre, via les agences, aux annonceurs de pouvoir avoir plus de moyens pour comprendre en fait exactement ce qu'ils achetaient, puisque ça, c'est une question fondamentale du marché publicitaire, quels que soient les médias concernés. Donc là, déjà, de ce point de vue-là, maintenant, on va dire, la publicité numérique fait partie de ce portefeuille d'actions qu'ont les annonceurs. Après, à côté de ça, il faut bien voir que leur objectif, en fait, l'objectif de l'agence va être de faire gagner l'annonceur en performance. Et de ce point de vue-là, ils peuvent être, par certains aspects, un peu agnostiques sur le support qui est utilisé. Donc, de ce point de vue-là, en fait, les considérations qui entrent en ligne de compte au moment d'acheter des espaces publicitaires, en fait, sont des considérations de performance. Et c'est vraiment au cœur du modèle publicitaire sur Internet.
Et donc, en fait, le fait qu'au départ, les différentes agences, les différentes composantes ne se parlaient pas forcément, a pu entretenir en fait deux budgets séparés chez un certain nombre d'annonceurs qui n'ont pas nécessairement, j'imagine, conçu en fait, ont eu une vision, on va dire, globale de l'évolution du marché publicitaire. Par ailleurs, après, il y a toujours des logiques de négociation, c'est-à-dire qu'en fait, l'arme de l'annonceur, ça va être de son budget annuel qui va pouvoir ventiler et à partir de là, en fait, proposer aux différents éditeurs quelque chose en échange d'un service publicitaire. Et donc, de ce point de vue-là, en fait, ils sont assez ils sont très conscients en fait de leur intérêt propre et ce sont ces logiques d'achat en fait qui pilotent un petit peu l'évolution du marché. Vis-à-vis de l'essor des grandes plateformes, je crois qu'en fait, les grandes plateformes ont su séduire en fait ces annonceurs avec justement ces mécanismes de mesure de l'efficacité publicitaire à des moments très précis, ont su mobiliser des bases de données très importantes qui ont également su séduire les publicitaires. Et puis, il y a un élément qui est fondamental, c'est aussi le temps d'utilisation et l'économie de l'attention, dont je parle un peu dans la note, qui en fait vise à dire que l'annonceur, il a envie d'être présent devant différents publics. Alors, il y a certains publics qui, par exemple, vont être peut-être davantage devant la télévision ou derrière leur poste de radio, mais il y a des publics, notamment des publics plus jeunes, qui, eux, en fait, se passent énormément de temps sur les réseaux sociaux, notamment. Et donc, à partir de ce moment-là, l'annonceur n'a pas envie de se priver d'un espace publicitaire en particulier pour des raisons un peu plus politiques ou stratégiques, si ça lui fait louper, en fait, une partie de son auditoire à qui il a envie de présenter son produit. Donc, voilà, en fait, une première réponse concernant les annonceurs. Il faut voir un élément aussi qui est très important, c'est que… Oui. Excuse-moi, il faut que tu répondes quand même à la question, la question sur la régulation, même si on comprend que tu veux la différer. Non, mais il faut… voilà. Je crois qu'on a compris le point sur les annonceurs. Donc, il faut mais par contre, c'est une vaste question. Donc, ça mériterait pas mal de discussions. Sur la régulation, alors effectivement, là, c'est plus compliqué. La régulation institutionnelle, enfin, on va dire de public. Alors, je comprends bien, en fait, cette idée selon laquelle il aurait fallu peut-être appréhender les choses de manière plus large, notamment au niveau européen. Je peux partager ce sentiment. Ce n'est pas l'option qui a été choisie a priori avec DMA et DSA. Une approche peut-être un peu plus large avec une conception des plateformes un peu plus transversale. C'est un choix, on va dire, qui est également un choix de nature politique. Après, la difficulté, je pense, c'est que c'est un marché qui est à un rythme d'innovation très élevé. Et la difficulté, c'est qu'une régulation peut avoir tendance à figer en fait sa connaissance du marché, son appréhension, son acception du marché à un niveau très précis. Je prends un exemple par rapport à ça, c'est cette histoire de cookies tiers qui en fait, donc les cookies publicitaires faisaient intervenir des acteurs tiers en grand nombre qui avaient leur importance peut-être il y a 3, 4, 5 ans et qui aujourd'hui en fait à l'avenir ne vont pas du tout avoir la même importance. Donc du coup, une régulation aurait dû probablement anticiper ce mouvement du marché pour être sûr de toucher juste en fait et avoir une vision assez prospective et ça c'est un exercice qui est assez difficile. Sur l'autorégulation, peut-être pour terminer, en fait, dans la note, j'évoque cet aspect-là. Pour moi, l'autorégulation industrielle, donc c'est-à-dire les organisations professionnelles, doivent en fait avoir une place assez importante dans ces questionnements, notamment quand on voit que des décisions techniques sont prises par certains acteurs. Eh bien, dans ce cas-là, en fait, il doit y avoir un mécanisme d'organisation qui doit en fait faire en sorte que les acteurs puissent élever la voix entre eux et pas nécessairement avoir besoin on va dire, de porter le débat sur d'autres secteurs. Si le marché était, on va dire, dans une configuration un peu normale. Là, la difficulté aujourd'hui, c'est que les difficultés de l'autorégulation industrielle de ce point de vue-là, c'est qu'il y a des acteurs tellement puissants qui participent en fait à ces organisations qu'en fait leur voix prédomine un peu. Voilà un peu la difficulté à résoudre et ces problèmes sont plutôt imbriqués en fait, mais il peut y avoir une forme d'innovation organisationnelle autour de l'autorégulation pour faire en sorte que
du coup, la voix des acteurs qui ne sont pas les plus puissants puisse peser davantage. Henri, tu veux réagir rapidement à ce deuxième point? Oui, je crois qu'on a surtout vu que l'IAB, comme tu le soulignes, est peu efficace pour organiser l'autorégulation, et que je pense que c'est une industrie qui, depuis qu'elle existe, la publicité, avant même le digital, a toujours dit laissez-nous nous réguler entre nous. Je pense qu'on est arrivé à un moment politique, notamment, où, compte tenu de ce que la publicité finance, c'est-à-dire l'espace de débat public dans le numérique, il n'est plus possible concrètement de laisser uniquement l'autorégulation régler des problèmes qui, on le voit bien, ne se règlent pas par eux-mêmes. Et concrètement, les règles techniques, notamment de la publicité, ne sont pas purement techniques. Elles sont à la fois, comme le dit Laurence Lessig, des règles juridiques de facto, et pire encore, elles déterminent des mécanismes de création de valeur. Revenir à la publicité contextuelle et à de la segmentation comme on en faisait il y a 40 ans, Google le décide, Google dit je vais le faire, et globalement, bon, alors il va avoir le W3C pour dire je vais le faire un petit peu parce que c'est un organe technique, mais ce n'est pas le lieu où se discute la chaîne de valeur de la publicité. Et puis, comme on le voit bien, la question de la nature de la publicité est quand même un débat qui existe au moins depuis très longtemps dans la régulation de l'industrie publicitaire, et que l'importance qu'elle a prise dans le financement des espaces publics de débat numérique nécessite qu'on ne laisse pas ce débat-là uniquement à des règles techniques. Et donc, moi, j'appelle à une régulation qui soit largement plus politique, comme on l'a fait au moment de la télévision et de la radio et de la presse, et qu'on ait une régulation globale de la question, tout comme on l'a fait à des époques antérieures, lorsque ces médias ont occupé une place importante dans le débat démocratique. Et là, je pense que le temps est venu de prendre ce sujet à bras-le-corps. Mais écoute, merci beaucoup Henri pour ces mots qui me semblent une excellente conclusion. Donc je n'aurais rien à rajouter, si ce n'est qu'effectivement, on peut difficilement envisager ce que tu viens de dire, hein, la régulation de la publicité sans considérer en fait le fait que la publicité est le financeur traditionnel de l'ensemble des médias et qu'il y a le débat public, mais il y a aussi tout simplement l'information aussi collective. Et aujourd'hui, on sait combien les organes de presse divers et variés souffrent, combien ils comptent sur la rémunération effectivement des acteurs du numérique, et on voit mal comment ça pourrait être uniquement fondé sur une aumône volontaire à moyen terme pour garantir en fait l'indépendance de ces médias et la qualité de leur publication, de leur diversité, etc. Donc, merci infiniment pour ces éclairages, Henri. Merci Théophile pour cette excellente note qui permettra certainement de clarifier le débat pour beaucoup d'acteurs du secteur et bien sûr au-delà. Et à très bientôt pour d'autres productions de la chaire, production de renaissance numérique et des divers dispositifs auxquels nous participons tous pour essayer de participer et nourrir le débat public autour de ces questions fondamentales. Merci et bonne soirée à vous tous.